Cher Raphaël, chers collègues, je vous donne tout de suite la parole pour nous présenter ce rapport et ses propositions d'action pour une vingtaine de minutes, puis ensuite nous passerons aux questions de nos collègues. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Donc je me suis vu confier le 11 juin dernier avec nos collègues Gilles Legendre et Philippe Huppé une mission de 6 mois sur les métiers d'art et du patrimoine vivant, comme vient de le rappeler le Président, considérant à juste titre que ces métiers ont une vocation à être des moteurs économiques tant au niveau national et en particulier dans les territoires qu'au niveau international. Le Premier ministre nous a demandé de formuler des propositions permettant de préserver et développer les métiers d'art et du patrimoine vivant en France. La date choisie pour vous présenter ce rapport est particulièrement bien trouvée puisque c'est aujourd'hui qu'ouvrira au Grand Palais le salon Révélation, qui est une biennale internationale des métiers d'art et de la création, qui est créé à l'initiative d'Ateliers d'Art de France, qui est un syndicat professionnel très important, représentatif des métiers d'art. Donc Atelier d'Art de France fédère plus de 6000 artisans d'art, artistes de la matière et manufactures d'art, ainsi que 125 associations. Donc Révélation est considéré par tout le monde comme le rendez-vous incontournable des métiers d'art et de la création internationale et attire sur quelques jours plus de 40 000 visiteurs au Grand Palais. Et évidemment, comme l'a rappelé le Président, l'incendie de Notre-Dame de Paris est venu mettre en évidence toute l'importance que revêtent ces métiers d'art et ces métiers d'exception. Donc les métiers d'art sont aujourd'hui 198 métiers et 83 spécialités, soit 281 activités, listées dans l'arrêté du 24 décembre 2015, rattaché à la loi du 18 juin 2014, relative à l'artisanat et aux petites entreprises. Elles sont désormais reconnues comme un secteur à part entière dans la loi El Cap du 7 juillet 2016. Elles représenteraient, ces entreprises, si l'on s'en tient aux chiffres qu'on a pu obtenir au début de notre mission, à peu près 38 000 entreprises, soit 60 000 emplois et un chiffre d'affaires cumulé de 8 milliards d'euros hors secteur du luxe. La mission nous a démontré, comme vous pouvez vous en douter, que ces données sont très en deçà de la réalité, puisque les métiers d'art hors secteur du luxe représenteraient près de 69 000 entreprises pour un chiffre d'affaires excédant les 15 milliards d'euros. Le secteur du luxe, quant à lui, est un très gros pourvoyeur de métiers d'art et représenterait à lui seul un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros, dont 87% effectués à l'export. Ce secteur ne contribue pas seulement à la renommée française par la qualité de ses produits, mais aussi par l'histoire et l'image qu'il renvoie. Le rôle que jouent les grandes maisons de luxe est en effet non négligeable, tant en matière de mécénat qu'en tant qu'incubateur pour ces métiers d'art. Bien que la relation qu'elles entretiennent avec les artisans soit parfois critiquée et quelquefois critiquable, leur soutien à la formation et au rayonnement de nos savoir-faire à l'international reste considérable. Les métiers d'art et du patrimoine vivant font la richesse de l'art de vivre à la française, qui bénéficie d'une grande aura et suscite une véritable admiration, en particulier dans les pays asiatiques, mais pas exclusivement. En parallèle, d'autres opérateurs, trop souvent négligés, participent également à notre renommée internationale. C'est le cas de nos grandes manufactures, telles que le mobilier national et les manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie ou la manufacture de Sèvres. Véritable instrument de diplomatie sous l'Ancien Régime, ces manufactures pâtissent aujourd'hui d'un statut qui souvent freine leur développement. Établissement public administratif pour Sèvres et service à compétence nationale pour le mobilier national. Ainsi, tant le luxe que les savoir-faire des artisans d'art français contribuent largement à notre rayonnement à l'international. Et semblent parfois mieux reconnus d'ailleurs hors de nos frontières. L'actualité nous l'a rappelé, je pense bien entendu, et j'y reviendrai à nos récents débats sur le PJL Notre-Dame, qui a mis en lumière l'attachement à ces métiers et qui ont pourtant souvent été les grands oubliés de nos politiques publiques. Donc 62 auditions étaient menées à l'Assemblée nationale et de nombreuses visites en région nous ont permis de formuler les 22 propositions qui figurent dans le rapport et qui se placent dans la continuité d'un rapport établi par la sénatrice Catherine Dumas en 2009. Donc après avoir fait un état des lieux aussi complet que possible, nous nous sommes attachés à proposer des solutions à 3 niveaux particulièrement importants. La question de la formation, celle du rayonnement à l'international et le rôle majeur des territoires dans le développement de ces métiers dont les retombées économiques sont considérables. Les différentes auditions et visites nous ont conduit à nous interroger sur la gouvernance très complexe de ce secteur, fruit à la fois d'un certain manque de cohérence dans les politiques publiques menées au cours des dernières années, est lié aussi au foisonnement de statuts, d'organismes de rattachement et de formation ou d'organisation professionnelle. La loi El Cap, qui reconnaît officiellement les métiers d'art comme un secteur à part entière, je l'ai dit, confirme dans son article 44 la pluralité des statuts des professionnels des métiers d'art. Artisans, artistes-auteurs, professions libérales, auto-entrepreneurs, salariés, fonctionnaires.
Les auditions ont mis en évidence la confusion qui naît chez nombre de porteurs de projets. La diversité des statuts, des métiers, l'isolement géographique de nombreux artisans font que beaucoup ne savent pas où se tourner pour trouver les conseils adaptés à leur situation ou connaître les dispositions auxquelles ils sont éligibles pour démarrer ou développer leur activité. Certains sollicitent les chambres de métiers et de l'artisanat, d'autres une mission régionale des métiers d'art lorsqu'elle existe, d'autres encore se tournent vers les ateliers d'art de France ou l'Institut national des métiers d'art. Pour mémoire, le secteur qui est à l'intersection des compétences de 2 ministères, culture et économie, compte 2 opérateurs principaux, l'Institut national des métiers d'art, INMA, chargé notamment d'accompagner les professionnels, et l'Institut supérieur des métiers, ISM, tous 2 financés par l'État. L'un plutôt par le ministère de la Culture et l'autre plutôt par le ministère de l'Économie. Force a donc été de constater que les artisans d'art, et plus particulièrement les plus petits, ont du mal à s'y retrouver face à cette accumulation d'acteurs, tous compétents, mais dont les périmètres d'intervention se chevauchent parfois ou entrent en concurrence avec celui d'un autre opérateur. Par ailleurs, cette absence d'interlocuteur unique explique la quasi-absence de données chiffrées concernant le secteur de l'artisanat d'art. C'est ce constat qui a motivé notre principale recommandation, à savoir la création d'un opérateur de l'État unique sous la forme d'un groupement d'intérêt économique pour la préservation et le développement des savoir-faire d'excellence qui, en alliant à la fois les compétences de l'ISM et celles de l'INMA, permettraient de représenter et d'accompagner l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur. Sur le modèle d'Atout France, il pourrait être un interlocuteur centralisateur pour tous les acteurs du secteur en leur apportant aide et expertise. Il serait également l'interlocuteur privilégié de nombreux ministères concernés par les métiers d'art et du patrimoine vivant, à savoir les ministères de la Culture, du Travail, de l'Éducation nationale, de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Économie et des Finances. Il aurait en outre un rôle important à jouer dans le cadre de la formation, mais j'y reviendrai. Le GIE permettrait également de gérer les labels dont l'intérêt non seulement pour les artisans mais aussi pour les régions est primordial. Je pense tout particulièrement au label Entreprise du patrimoine vivant, connu sous l'acronyme EPV, actuellement géré par l'ISM, le label, la distinction meilleur ouvrier de France, mieux connu sous l'acronyme de MEUF, les maîtres d'art gérés par le ministère de la Culture ou les indications géographiques IG rattachées à l'INPA, qui sont en gros l'équivalent des IGP pour les produits manufacturés et artisanaux et les ressources naturelles. C'est un label, j'y reviendrai, qui est encore peu développé, mais appelé à se développer dans les années qui viennent. Plus concrètement, cette indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu, à l'instar récemment de la Charentaise qui vient de recevoir ce label, et je ne pouvais pas ne pas parler de la Charente. Le label EPV, de son côté, vient récompenser les petites et moyennes entreprises emblématiques de l'excellence française, industrielle ou artisanale. Donc on est sur un périmètre qui dépasse assez largement le seul périmètre des métiers d'art. Ce label récompense également les artisans spécialisés dans les secteurs de la gastronomie, et ceux compris les spiritueux et les alcools. Ce label est renouvelable tous les 5 ans et est très reconnu. C'est une réelle source de fierté pour les artisans et les entreprises qui l'obtiennent. C'est un label qui avait été conçu avant tout pour favoriser le rayonnement de ces entreprises à l'étranger et qui gagnerait à être mieux communiqué auprès du grand public qui souvent le méconnaît. Aujourd'hui, tant pour les EPV que pour les IG, les dossiers sont relativement complexes à constituer pour qui n'aurait qu'une très petite structure. D'un autre côté, une fois acquis, on peut s'interroger sur le suivi qui en est réellement exercé et sur le bon respect ou non de ces critères dans la durée. Ce qui explique qu'à l'heure actuelle, une entreprise labellisée EPV a assez peu de risques de se faire retirer son label lorsqu'elle représente son dossier au bout de 5 ans. Et ça, c'est un sujet qui questionne beaucoup les nouveaux entrants dans le label. Ces labels ont une importance considérable économiquement et culturellement, tant pour les entreprises que pour les territoires dans lesquels elles sont implantées, car elles attirent de nombreux touristes et sont à l'origine, directement ou indirectement, de nombreux emplois, notamment à l'heure où le tourisme prend de nouvelles formes autour de l'œnotourisme, du tourisme culturel, du tourisme vert, etc. Nombre de collectivités ont d'ailleurs saisi les opportunités que peuvent représenter ces métiers en favorisant les politiques touristiques tournées vers l'artisanat d'art, comme c'est le cas par exemple du réseau des membres des villes et métiers d'art, dont Philippe Huppé, co-rapporteur, est le président très actif, qui regroupe aujourd'hui près de 80 collectivités et 450 communes. C'est le cas aussi chez moi dans le bassin du Cognacé, qui organise des parcours de visite autour des savoir-faire du cognac, donc savoir-faire de distillation spiritueux, mais aussi d'inanderie, tonnellerie, etc., donc des métiers connexes à la filière.
Toutefois, et alors que toutes les forces françaises, que c'est l'une des forces françaises, pardon, ce tourisme des savoir-faire reste encore trop largement sous-développé dans nos territoires. Les territoires ont donc un rôle important à jouer, tant pour la préservation de ces savoir-faire que pour leur promotion et leur diffusion. Mais nous avons noté qu'il était nécessaire qu'un meilleur accompagnement soit mis en place à chaque échelle territoriale pour être au plus près des entreprises et des acteurs touristiques. Le rapport nous a montré aussi combien ces labels avaient un impact à l'international, à l'instar notamment du dispositif Maître d'Art, qui est une forme de gage de l'excellence Made in France. Donc ce dispositif Maître d'Art élève très largement inspiré des trésors nationaux vivants du Japon, est un titre en partie honorifique, assorti d'un financement pour la formation d'un élève. Et ce titre est décerné par le ministère de la Culture à des artisans en nombre limité, en raison de leur parcours exceptionnel et de la singularité des savoir-faire et de leur volonté de transmettre ce savoir-faire. Aujourd'hui, un maître d'art est donc en mesure de former un élève avec une aide financière de l'État pendant 3 ans. Cette reconnaissance a un impact tout particulier à l'international qui accorde davantage d'importance à ce titre que nous le faisons en France, et c'est bien dommage. Cela me permet d'en arriver à la question de la formation, qui reste une problématique de premier ordre, car il s'agit en effet d'une question importante à plusieurs niveaux. Les métiers de l'artisanat ont fortement souffert d'une mauvaise réputation, les parents souhaitant privilégier pour leurs enfants des carrières juridiques, médicales ou commerciales, notamment au détriment des carrières plus manuelles et à première vue moins lucratives. Si les métiers d'art les métiers de l'artisanat d'art sont généralement mieux perçus, cela n'a pas suffi à empêcher une dégradation de l'offre de formation avec des filières qui restent souvent peu attractives. Pourtant, si ces métiers semblent peu attirer les jeunes, on a constaté qu'ils donnaient lieu, en revanche, à un nombre important de reconversions, souvent autour de l'âge de 30 ans. Les personnes en reconversion que nous avons pu rencontrer ont souvent mis à profit leur première expérience, qui constitue souvent une vraie plus-value, notamment en matière de développement de leur activité, mais aussi d'accès à l'export, et tout particulièrement leur connaissance souvent pointue des réseaux sociaux est un véritable atout pour se faire connaître. Donc la conséquence immédiate de ça, ou immédiate ou à moyen terme de ça, c'est évidemment un changement assez profond de la sociologie des artisans d'art, qui est à l'œuvre en ce moment et qui tient pour beaucoup à ces reconversions, pas tardives, mais au cours d'un parcours professionnel entamé dans un autre secteur. Pour en revenir à la formation à proprement parler, je parlerai de ce que j'ai défendu lors du projet de loi Notre-Dame, qui est au cœur de l'actualité, car il est essentiel de revenir sur la question de la formation tant initiale que continue. En matière de formation initiale, il est nécessaire que soit davantage valorisées les carrières de l'artisanat, je viens de le dire, et ce, dès le plus jeune âge. C'est ce qu'ont compris certaines fondations du luxe, à l'instar de la maison Hermès, qui a mis en place son programme Manufacto, destiné à valoriser les savoir-faire artisanaux et à susciter des vocations dès le collège ou le lycée. La maison Chanel ou l'Académie de l'Opéra de Paris proposent également ce type de programme d'éducation artistique qui sont censés faire découvrir des métiers pour orienter ensuite vers des formations dans le secteur des métiers d'art. Ce secteur des métiers d'art souffre aujourd'hui d'une offre de formation mal adaptée, en partie à cause de la maîtrise que nécessitent certains métiers d'art rares et orphelins, qui ne peuvent s'acquérir qu'au terme de longues années d'expérience et de pratique aux côtés d'un maître d'apprentissage. Prévoir des centres de formation spécifiques à chaque métier est tout simplement inconcevable au regard du nombre réduit de candidats d'une part, dans certaines professions, et du nombre d'activités concernées. Aussi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, outre le fait d'avoir assoupli les règles en matière de recours à l'apprentissage dans ces domaines, encourage la certification des maîtres d'apprentissage, et je ne peux que le saluer. Pour autant, il serait nécessaire d'aller plus avant en développant davantage le concept des ateliers écoles, programme le plus adapté à ce secteur, nous semble-t-il. La mise en place d'ateliers écoles est l'une des recommandations que porte Ateliers d'Art de France et à laquelle nous ne pouvons que souscrire. Pour être plus précis, l'atelier école est un programme de formation par voie d'apprentissage dans lequel un atelier se retrouve rattaché à un CFA. Ce programme, au plus près de l'entreprise, permet ainsi à l'élève de suivre une base de formation au sein du CFA, en gestion, marketing, communication et matière générale, et de passer le reste du temps en atelier afin d'apprendre un savoir-faire de manière pratique et directement opérationnelle.
Ces ateliers écoles ont l'avantage d'être souples et d'être très profitables aux professionnels formateurs. Par ailleurs, ce système est assez simple à mettre en œuvre et pourrait parfaitement s'adapter dans le cadre de la mise en place des formations initiales et continues que je recommande dans le cadre du projet de reconstruction de Notre-Dame. À titre d'exemple, un procédé plus ou moins équivalent est déjà mis en œuvre dans certains territoires, et plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le lycée professionnel, la SEPR de Lyon, qui a créé en 2009 l'Institut des métiers rares. En 2017, ce dispositif a permis de former quelques dizaines de jeunes, avec notamment une nouvelle formation de piqueur en maroquinerie. Concrètement, l'école construit un parcours individualisé en s'appuyant sur un CAP proche de la spécialité enseignée, pour l'enseignement théorique et les cours de dessin d'art appliqué par exemple, l'enseignement professionnel étant dispensé par l'entreprise qui bénéficie d'une assistance pédagogique de la part de l'Institut. La région contribue au financement de ces formations dans le secteur des métiers rares. La région Grand Est a mis en place un dispositif similaire en partenariat avec des centres de formation locaux, dont la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace, FREMA. Ainsi, pour que cette formule d'atelier école soit la plus efficiente, il est indispensable qu'il y ait une mobilisation commune et active de l'ensemble des acteurs, tant au niveau national qu'au niveau des territoires, et de chacune des branches professionnelles. Ces ateliers écoles devraient faire l'objet d'un financement mutualisé sur les fonds dédiés à l'apprentissage, avec à la fois le soutien des régions qui pérenniseraient ainsi des savoir-faire souvent attachés à leur territoire. L'existence de très nombreuses branches professionnelles au sein de ce secteur, liées notamment à la multiplicité des opérateurs de compétences, mais aussi au nombre important d'activités qu'il recouvre, explique en partie la deuxième recommandation importante d'Ateliers d'Art de France. Selon eux, il serait nécessaire de regrouper tous les métiers d'art en une seule branche professionnelle, afin notamment de donner à ce secteur une identité propre et reconnue. Nous n'avons cependant pas retenu ce parti. En effet, la quasi-totalité des entreprises auditionnées ont plaidé contre cette mesure en raison des trop importantes divergences qui existent au sein des métiers d'art, notamment en ce qui concerne les statuts. En effet, comment peut-on mettre dans un même ensemble les métiers du bois, les métiers du bâtiment, les métiers de la ferronnerie, qui sont chacun attachés à des conventions collectives différentes et à des statuts différents, quelquefois y compris au sein d'une même branche professionnelle. Donc, toutefois, si créer une branche unique ne nous a pas semblé être une solution, il nous a apparu souhaitable d'envisager la mise en place d'un opérateur de compétences unique pour la formation professionnelle dans le secteur des métiers d'art, qui centraliserait et gérerait l'ensemble des crédits de formation et veillerait à leur utilisation optimale, permettant ainsi à certaines formations spécifiques d'être financées. Car aujourd'hui, le principal défaut de ce système, c'est que quand un métier est très marginalisé au sein de sa branche professionnelle, souvent l'offre de formation peine à arriver jusqu'à ces entreprises qui sont un peu à la marge d'un secteur beaucoup plus important. Et ça, c'est un vrai souci, puisque de fait, on n'a pas d'offre de formation et pas de financement de ces formations. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, que je pense que j'ai déjà un peu dépassé mon temps, ou en tout cas, je ne dois pas en être très loin. Mais il me paraît important de rappeler combien une réelle politique concertée et volontariste en matière de protection et de valorisation de l'ensemble des métiers d'art et du patrimoine vivant est indispensable aujourd'hui. Et quand on met ça en écho avec l'actualité de ces dernières semaines et le focus qui a été apporté par le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, on a bien vu qu'on avait à la fois un vrai sujet de société, un vrai sujet de formation et un vrai sujet de coordination de nos politiques publiques en la matière pour pouvoir gagner à la fois en efficacité et maintenir ce niveau d'excellence qui, encore une fois, est une spécificité très française. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le député. Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre en commençant par la question de monsieur Sor. Pourquoi un acteur unique et pourquoi un GUE? Alors, pourquoi un acteur unique? C'est parce qu'aujourd'hui, comme je l'évoquais tout à l'heure dans ma présentation, on a une vraie difficulté à cerner les périmètres des différents acteurs, qui sont à la fois donc l'Institut national des métiers d'art, l'ISM, mais auquel il faut ajouter parfois les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, voire des missions métiers d'art quand elles existent dans les régions, ou parfois dans les départements. Donc on a une vraie difficulté à la fois cerner le périmètre et à savoir qui est le bon acteur. Donc les regrouper, ça permettrait à la fois de gagner en lisibilité pour les acteurs, c'est ce que je disais dans ma présentation, mais surtout ça permettrait d'apporter les bons éléments aux bons acteurs. Aujourd'hui, les questions, elles se posent en termes de formation. Donc l'INMA, comme je le rappelais dans le débat sur Notre-Dame, fait un énorme travail de veille sur les offres de formation et sur l'innovation.
Donc pour un artisan d'art qui souhaiterait se familiariser avec une technique ou se perfectionner, ou pour un jeune qui souhaiterait découvrir un métier d'art, ou en tout cas savoir ce qui est possible dans le secteur de la pierre par exemple, ou dans le bois, ou dans le métal, enfin peu importe, l'INMA est un très bon point d'entrée et de veille pour savoir quelle est aujourd'hui l'offre de formation, qu'elle vienne d'écoles publiques ou d'écoles locales ou d'ateliers privés, etc. L'ISM, quant à lui, produit de la donnée. Et aujourd'hui, quand on parle d'aller conquérir des marchés à l'international, à la fois il faut que les entreprises soient structurées pour le faire, ou qu'elles soient regroupées dans des clubs ou des groupes ou des clusters structurés pour le faire. Donc ça demande déjà d'avoir une espèce de taille critique, ou en tout cas d'avoir le bon dispositif autour de soi. Et puis également, il faut avoir de la donnée, savoir quels sont les marchés émergents, quelles sont les tendances sur les marchés, parce qu'on est quand même dans des domaines qui souvent touchent à l'art de vivre, quand on parle céramique, quand on parle verre, quand on parle travail du cuir, on est sur des marchés qui souvent sont liés à des tendances et à des évolutions de marché. Et aujourd'hui, quand on est artisan verrier en Lorraine ou ailleurs, c'est assez difficile de savoir quelle est la tendance du marché chinois ou du marché japonais, ou quelles sont les potentielles ouvertures. Donc l'intérêt d'avoir un opérateur unique, c'est à la fois d'assurer ce travail de veille, de fournir la donnée économique et d'avoir en un seul lieu toutes les compétences qui sont aujourd'hui recrutées chez différents opérateurs. La difficulté pour un jeune artisan qui voudrait se lancer sur un métier, c'est qu'il faut déjà qu'il commence par savoir qui est son interlocuteur. Et sur les chambres de métiers de l'artisanat, on observe des très fortes disparités d'un département à l'autre selon la nature du collège des élus au sein. Si on n'a que des artisans taxi ou des coiffeurs, on est quelquefois un peu, encore une fois, éloigné du sujet des métiers d'art. Et donc, on n'est pas forcément en capacité de conseiller, d'orienter, d'accompagner dans le choix d'un statut, dans la manière de monter et de développer son activité. Donc le point d'entrée unique est pour nous à la fois un opérateur pour les artisans eux-mêmes, mais aussi pour constituer ce réseau, je suis déjà perdu dans les questions, mais ce réseau national, parce qu'aujourd'hui la région est évidemment un acteur majeur de ce sujet-là. Et quand on observe un petit peu le territoire et les pratiques dans les différents territoires, on se rend compte que d'une région à l'autre, on est sur des niveaux de prise en compte de la spécificité des métiers d'art et d'accompagnement de ces métiers qui peuvent être extrêmement différentes. On a des régions, la région Occitanie par exemple, qui sont très à la pointe, qui sont très en avant, qui en ont fait un vrai sujet de développement économique de leur territoire, et puis d'autres où ça peine encore à se structurer. Donc là aussi, un opérateur unique pourrait être à la fois le conseiller, l'accompagnateur des régions, pour que chaque région puisse avoir une mission métier d'art en capacité à la fois d'identifier les... Chers collègues, pour monsieur le rapporteur, c'est assez désagréable, je pense. Merci. Pour que les régions soient en capacité d'identifier les forces des savoir-faire présents sur leur territoire et de les accompagner dans leur développement. Donc on se dit que le modèle qui pourrait fonctionner le mieux, c'est donc un opérateur unique et ensuite des missions dans chacune des régions qui sont en lien avec cet opérateur unique qui pourrait accompagner les régions dans la constitution d'un projet qui soit vraiment conçu à l'échelle du territoire et donc de la région, et ensuite avec des relais qui pourraient être soit les EPCI, soit ce réseau qui est un réseau quand même extrêmement intéressant dont je parlais, qui est Villes et Métiers d'Art, où là on est sur des villes qui ont choisi d'en faire un marqueur territorial et un marqueur économique, et qui donc accompagnent, encouragent, développent les métiers d'art sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI. Donc ça c'est un modèle qui nous paraît assez vertueux, qui en même temps a le mérite de la souplesse et qui permet à chacun de savoir où trouver les informations et de développer son activité. Sur la question de la formation, j'ai répondu sur le rôle des régions, je pense, à Madame Dumas. Sur la question de la formation, là aussi, le rôle des régions est extrêmement important. Aujourd'hui, et je vais peut-être faire une parenthèse sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, espèce de bouleversement introduit par la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, interroge véritablement la prise en compte de ces formations très particulières. Aujourd'hui, vous avez dans la formation, notamment pour les gens qui sont en reconversion, et qui sont quand même une part importante et de plus en plus importante de la population des artisans d'art, vous avez des gens qui arrivent, qui entrent dans un parcours de formation qui souvent se fait dans un atelier. Donc vous avez aujourd'hui, sur des métiers qui sont des métiers peu lucratifs,
c'est souvent le cas, des artisans qui, en marge de leur activité d'artisanat, développent une activité de formation. Et qu'aujourd'hui, les financements permettaient à ces ateliers, les financements de la formation professionnelle permettaient à ces ateliers d'accueillir des personnes en reconversion et de financer un CAP ou un diplôme, souvent sur un temps plus court que le temps normalement imparti. Et donc aujourd'hui, on a des vraies interrogations sur ces financements, puisque la modification du système de financement fait que beaucoup de ces ateliers de formation vont être contraints d'arrêter cette activité de formation parce que insuffisamment lucrative si les régions ne viennent pas compenser. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est sur la prise en charge, encore une fois, dans certaines régions. Les commissions régionales ont un petit peu de mal à se mettre en place, ou en tout cas n'ont pas forcément identifié, encore une fois, des métiers qui concernent des très petites cohortes de candidats à la formation, avec donc de vraies inquiétudes pour certains ateliers sur lesquels, avec mes collègues, on a déjà alerté le ministère du Travail et pointé ce sujet dans notre rapport, puisqu'il y a un vrai sujet. Sur la question de Madame Buffet, sur la question de comment faire connaître ces métiers. Alors, je le disais, il y a déjà des dispositions qui existent, notamment portées par des fondations privées ou publiques, qui vont faire de la promotion de ces métiers d'art. Il y a vraiment des opérations très intéressantes qui sont mises en place par la Fondation Hermès, non pas le groupe Hermès, mais la Fondation, qui fait notamment dans des quartiers politiques de la ville, ou enfin dans des quartiers un peu difficiles, va faire des sessions de rencontres avec les métiers d'art qui s'étalent sur une année scolaire, voire deux, et qui accompagnent des élèves dans une orientation, dans les découvertes de métiers. Ils vont visiter des ateliers, et comme ça, certains peuvent ensuite intégrer des formations. Vous avez des formations, comme je dis, qui sont conçues en partenariat avec des grandes entreprises. La maroquinerie, par exemple, est un bon exemple, où globalement, vous avez des formations qui sont pour le coup assez demandées parce qu'elles donnent une garantie d'intégration dans une des grandes entreprises du luxe à l'issue de la formation. Et puis vous avez un dispositif aussi qui est administré par l'INMA, qui est les Journées européennes des métiers d'art, qui est une semaine qui a eu lieu là, il y a 2 mois, je pense maintenant, c'est en mars en général. Qui est une semaine d'animation autour des métiers d'art, avec beaucoup d'opérations là, où là aussi les publics scolaires sont très souvent invités à entrer dans des ateliers, à découvrir, à participer aussi à des activités manuelles pour découvrir ces métiers. Donc ça, ce sont des temps où effectivement on fait découvrir ces métiers, parce que le premier point, c'est de comment on les fait découvrir, et souvent les programmes qui sont mis en place, qui sont sans doute encore insuffisamment nombreux, mais sont des programmes extrêmement intéressants, parce qu'ils mettent au contact de l'artisan, et on est sur une relation directe, et sur une relation qui est assez pratique. C'est pas juste une visite d'atelier, c'est une visite d'atelier avec une espèce d'initiation au travail de la matière. Et comme le disait Madame Dumas, ces métiers sont avant tout des métiers de passion, et ça c'est quand même le marqueur, quelle que soit la filière et la matière travaillée par ces artisans d'art, ils ont tous un point commun, qui est la passion qu'ils mettent dans leur métier. Et les jeunes qui arrivent à ces métiers d'art, souvent le font par passion. Sur comment rapprocher les lieux de formation des candidats, ou les candidats des lieux de formation, c'est un vrai sujet. De notre point de vue, cette idée d'atelier-école peut être un moyen de répondre à ça, partiellement, mais quand on est sur des métiers, encore une fois, qui sont des métiers orphelins ou avec très peu de population en activité, c'est très compliqué de se dire qu'on va mettre une formation dans chaque département ou dans chaque région de France, qui déjà serait pas forcément une bonne réponse. Donc l'idée de développer ces liens, de permettre à un jeune d'aller travailler dans un atelier qui pourrait être proche de chez lui, et puis d'être sur des périodes plus courtes au sein d'un CFA ou au sein d'un établissement d'enseignement pour la partie un peu de matière générale, est sans doute un début de réponse. Et après, il y a des prises en charge de financement, l'internat, enfin toutes ces choses qui existent déjà et qui peuvent être sans doute renforcées sur ces métiers-là. Et encore une fois, la spécificité, contrairement aux métiers manuels ou aux filières plus classiques, souvent un jeune qui décide de devenir tailleur de pierre ou fondeur d'art le fait en toute connaissance de cause. On est moins dans un choix par défaut, comme ça peut exister dans d'autres filières, où on le fait parce que c'est proche de chez soi. Souvent, quand on fait ce choix-là dès le collège, c'est que c'est un métier qu'on connaît et qu'on a envie de faire, et donc du coup la question de la mobilité est sans doute un peu moins cruciale que sur d'autres filières d'apprentissage.
J'ai répondu à tout le monde. Ah non, j'ai pas répondu à Monsieur Minot, pardon, sur les transmissions des ateliers. Le dispositif des maîtres d'art a vraiment été pensé pour ça, à la fois pour les métiers de très haut niveau de savoir-faire, de très haute exigence, avec l'idée que la formation d'un élève, donc qui s'étale sur 3 ans, qui peut dépasser, mais qui en tout cas qui est cofinancé par l'État pendant 3 ans, va permettre ensuite de céder l'atelier. Aujourd'hui, on a vu un peu les limites de système parce que soit vous avez des élèves qui abandonnent en cours de route, il peut y avoir des incompatibilités d'humeur entre le maître et son élève, ça arrive. Il peut y avoir des élèves qui finalement abandonnent et le fait de limiter à un seul élève, quelquefois pose des vraies difficultés. C'est-à-dire qu'au terme de la formation, quand elle arrive à son terme, on n'a pas forcément derrière un repreneur. J'ai visité une papeterie dans un moulin à côté d'Angoulême où on est typiquement dans cette situation-là. L'élève n'a pas été au bout de sa formation et le maître d'art se retrouve maintenant en difficulté pour trouver un repreneur qui soit à la fois capable de reprendre l'entreprise mais aussi de maintenir les niveaux de savoir-faire. Parce que son employé actuel n'est pas intéressé par la reprise d'une activité qui est quand même une activité très, très fragile. Donc ce type de sujet est particulièrement douloureux sur les métiers très rares ou très attachés à un territoire. C'est comment on trouve un repreneur sur le territoire quand on est un artisan qui fait des charentaises ou un produit qui est très lié au territoire. Merci. Madame Brunira. Alors, merci Monsieur le Président. Donc je vais revenir peut-être sur les questions autour de Notre-Dame de Paris et sur les compétences nécessaires. Alors comme ça a été pointé au moment des débats, il est encore un peu difficile aujourd'hui de savoir précisément quels seront les savoir-faire qui vont être mis à contribution dans le chantier de conservation et restauration de la cathédrale. Néanmoins, on a quand même quelques indications. On peut imaginer que nous aurons besoin de charpentiers, de tailleurs de pierre, enfin, de verriers sans doute, de vitraillistes. Donc, aujourd'hui, a-t-on les compétences nécessaires? Alors, sur ces sujets-là, souvent, on est sur des métiers qui ne sont pas des métiers rares, qui, parce qu'ils ne sont pas des métiers d'art, ne sont pas non plus les métiers les plus attractifs. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, mais je crois qu'on était tous d'accord au sein de cette commission pour dire que la notion de formation initiale et continue était importante, parce qu'on a sans doute aujourd'hui dans les effectifs existants au sein des tailleurs de pierre, par exemple, pour prendre cet exemple, ou des charpentiers, des personnes qui ont déjà un niveau de savoir-faire très avancé et qui ont simplement besoin d'avoir une approche plus conforme aux doctrines de conservation-restauration pour pouvoir contribuer au chantier. On reste quand même aujourd'hui un des pays européens avec l'Italie, mais on est quand même assez en avance sur l'Italie en termes de cohorte, d'effectifs dans les différents métiers, le pays des métiers d'art. Il y a peu de pays quand même qui ont un tel niveau de prise en compte. On a vu que c'était largement perfectible, mais on est quand même un pays qui sait que ce secteur existe, qui reconnaît ce secteur comme un secteur d'excellence et qui du coup a quand même réussi à émettre des moyens. C'est l'efficacité de la manière dont on adresse, dans la manière dont on adresse ces moyens qui peut être interrogée aujourd'hui. Mais voilà. En plus, je pense que le sujet de Notre-Dame de Paris a quand même été suffisamment fort pour émouvoir et sans doute pour susciter un certain nombre de vocations. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est est-on déjà en capacité de mettre en place des formations? Parce qu'encore une fois, former un tailleur de pierre en partant de zéro, pour qu'il soit ensuite à un niveau de savoir-faire et de compétences qui lui permettent de participer à un chantier de conservation-restauration, ça prend du temps. Donc c'est plus là-dessus qu'il faut s'interroger. Mais globalement, pour l'essentiel des métiers qui devraient être mis à contribution, on n'est pas forcément sur les métiers les plus en tension, ou en tout cas les plus marginalisés au sein du secteur des métiers d'art. Sur la question des statuts, parce que évidemment, si on forme aujourd'hui de nombreux artisans, c'est comment, à l'issue d'un chantier, on s'assure que ces entreprises ont une vraie viabilité, une vraie durabilité. C'est une vraie question. C'est une vraie question et ça interroge parce qu'aujourd'hui, des tailleurs de pierre, on en a globalement besoin, ou des charpentiers dans la plupart des chantiers de conservation-restauration. Donc ça posera sans doute de l'après-chantier de Notre-Dame. C'est comment on injecte des moyens dans un secteur dont on est tous d'accord pour dire qu'il a besoin de moyens et que les chantiers de restauration, ils sont
en ouvre tous les jours et il faudrait sans doute en ouvrir bien plus. Donc comment ensuite on est capable d'injecter des moyens pour soutenir la conservation-restauration des monuments historiques dans son ensemble de façon à garantir un volume d'activité suffisant à ces entreprises. Donc sur la question de Madame Duby-Muller qui était liée, je pense qu'encore une fois que nos savoir-faire français sont parmi les plus avancés et les plus respectueux de cette idée d'excellence avec les savoir-faire italiens et que du coup il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire sur le fait qu'on privilégie des entreprises françaises ou pas françaises. C'est globalement la compétence, elle est plutôt dans les entreprises françaises. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des renforts de main-d'œuvre qui viendront de l'Union européenne, parce qu'on aura à certains moments du chantier sans doute besoin d'équipes très importantes qu'on ne saura pas trouver. Mais globalement, la compétence et le niveau d'excellence est plutôt chez nous que chez nos concurrents. Vous m'avez interrogé aussi sur la question du défaut de coordination et le financement du GIE, c'est ça. J'ai pas tout à fait répondu à Bertrand Sort tout à l'heure sur le pourquoi un GIE. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait parce que le modèle qui nous a paru le plus intéressant dans les différents statuts existants et le modèle d'Atout France. Atout France qui est devenu un opérateur. Alors il y a sans doute des choses un peu perfectibles dans les statuts et dans la manière dont Atout France fonctionne, mais globalement, c'est un opérateur qui a à la fois une mission de service public, qui est clairement identifiée, qui a un très bon relais à l'international, parce que c'est aussi sa mission que d'aller vendre la France et le pays à l'international, et qui est surtout en capacité de générer des recettes. Donc ce qui nous paraissait intéressant dans le modèle, c'est que c'est à la fois un modèle agile, c'est un modèle souple, c'est un modèle qui donne une vraie indépendance à l'opérateur, mais qui n'empêche pas les différents ministères concernés d'être représentés au sein de la structure, et c'est un modèle qui va pouvoir permettre de créer de la valeur, parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'aujourd'hui, la donnée économique première, la valeur économique première, c'est la donnée, et qu'un organisme qui crée de la donnée, qui fait des études, qui fait de la prospective pour le compte de régions ou d'opérateurs privés, peut très bien facturer ses services et de manière à financer une activité qui serait une activité non lucrative à destination des artisans ou de porteurs de projets, notamment sur les questions de veille et de formation. Donc c'est le modèle qui nous a paru le plus agile. Alors certains ministères nous ont objecté que ça avait un inconvénient majeur, ça ne lui permettait pas de bénéficier du mécénat. Et aujourd'hui, il y a un acteur dont je n'ai pas parlé, mais dont il faut que je parle maintenant, qui est la Fondation Bettencourt, qui est un acteur extrêmement important du secteur, puisque c'est l'acteur qui subventionne assez largement, ou finance assez largement les journées européennes des métiers d'art, d'une part, et qui finance un prix qui est un peu le nec plus ultra, qui est le prix de l'intelligence de la main, qui est remis tous les ans à des artisans, mais aussi à des projets pluridisciplinaires et innovants. Et ça, c'est une dimension extrêmement intéressante, parce que je ne l'ai pas assez souligné dans mon propos liminaire, c'est que le secteur des métiers d'art, aujourd'hui, est un secteur d'innovation. Et que les vraies possibilités de développement de ce secteur sont dans l'innovation. C'est à la fois comment on utilise des savoir-faire traditionnels, des gestes traditionnels, pour créer de l'innovation. Et ça, c'est un point très important, et un des prix de l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt va sur des projets comme ça. C'est comment on va utiliser les techniques de la cire, par exemple, et du travail de la cire pour créer des matériaux nouveaux. Et ça, c'est quand vous l'abordez comme ça, vous allez trouver des solutions techniques, quelquefois à des problématiques industrielles ou de création de nouveaux matériaux, où on a le matériau, mais on ne sait pas comment le travailler, et on se rend compte, en mettant les gens ensemble, que finalement les métiers d'art ont des gestes, ont des techniques qui peuvent très bien amener de l'innovation, y compris dans l'industrie. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Donc ça, c'est un écueil qui a été souligné, qui à mon sens peut être contourné, parce que véritablement, de notre point de vue, le statut des GIE est un statut extrêmement important pour mener à bien l'ensemble des missions qu'on imagine pour cet opérateur unique. Sur la question de Madame Essaillant et la visibilité des entreprises dans les territoires. Alors, j'ai dit de manière plus ou moins sibylline qu'effectivement le rôle des industries, des géants du luxe, était un rôle qui à la fois est extrêmement important parce qu'elles soutiennent beaucoup d'entreprises. Mais ça a un inconvénient majeur, c'est que souvent, ça invisibilise toute une partie du tissu économique qui sont les sous-traitants. Et voilà. Les grandes marques de luxe aiment peu dire que leur produit a été fait dans un atelier ou sous-traité par un artisan qui a un savoir-faire qui leur est utile.
Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc on a on n'a pas trouvé de solution véritablement qui agrée l'ensemble des acteurs. Donc ça remonte souvent auprès des artisans qui disent mais moi finalement je travaille pour telle ou telle grande marque du luxe et je ne suis jamais cité, jamais valorisé. Et quand la marque communique, elle communique sur son propre nom et sur son propre... donc évidemment, ça pose la question de l'attractivité. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des ateliers dans les territoires, et il y en a beaucoup, alors après, d'une maison à l'autre, ça change. Vous avez... Encore une fois, je ne voudrais pas les mettre en avant, mais la maison Hermès, qui a beaucoup d'ateliers en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, a réussi à constituer des vrais réseaux, à la fois avec les organismes de formation, avec les acteurs de l'emploi, pour, quand elle ouvre un atelier, réussir à trouver 200 ou 250 personnes qui vont être formées et qui vont intégrer les équipes. Donc il y a des territoires où ça se passe bien, parce que les maisons qui sont implantées là jouent ce jeu-là, et puis il y a d'autres territoires où, effectivement, ça invisibilise un petit peu. Quant à la visite des ateliers, il y a très vite sur les maisons du luxe, il y a une espèce de... J'ai travaillé pour certaines d'entre elles, donc je connais un peu le sujet. Une espèce de, je ne vais pas dire paranoïa, mais c'est un peu fort, mais c'est quand même le mot le plus juste. Voilà. Une peur de la concurrence et de la perte de ses savoir-faire qui fait qu'on aime peu montrer ce qui se passe à l'intérieur des ateliers. Parce que souvent, un geste, une technique de patine va être la marque de fabrique. Voilà. Donc ça, c'est un souci. Donc pour répondre à Monsieur Bournazel, donc effectivement notre rapport s'inscrit complètement dans la suite du rapport de Catherine Dumas. Il avait semblé 10 ans après le rapport de Catherine Dumas, qui était un peu le premier du genre et qui vraiment était quelque chose de véritablement fondateur pour obtenir les avancées que j'ai listées dans mon propos liminaire. Les dispositions pour la transmission, c'est exactement le cœur du sujet, mais pour lequel on n'a pas trouvé malheureusement de réponse idéal. Quand on est sur des très grosses structures qui ont une réputation, parce qu'encore une fois, on est sur des ateliers qui vont de l'atelier dans lequel vous avez un artisan qui est auto-entrepreneur, voire artiste-auteur, inscrit à la Maison des Artistes, donc sur une très petite activité, et qui pourtant, pour certains, peuvent avoir une activité très importante et faire des chantiers importants, en s'associant, je pense à Mathilde Jonquière, par exemple, qui est une mosaïste tout à fait remarquable, qui est sur une structure qui finalement est très petite, mais qui est capable d'aller constituer des équipes pour mener des chantiers très importants, à des grosses entreprises très structurées. La question de comment on transmet son entreprise est quand même, appelle des réponses qui sont différentes d'une échelle à l'autre. Donc aujourd'hui, on n'a pas de dispositif. Un maître d'art a été pensé pour ça et on en voit les limites aujourd'hui, qui sont celles que je disais tout à l'heure. Et souvent, c'est d'arriver à faire rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire celui qui à la fois veut prendre un savoir-faire. Donc la visibilité, la notoriété, tout ce qui donne de la visibilité à un atelier, la communication sont des sujets importants, mais qui souvent échappent un peu aux artisans parce que c'est pas leur cœur d'activité. Ce qui m'amène au numérique et à la question de Madame Colbock notamment. Donc le numérique est un vrai sujet. Alors comme je le dis dans mon propos liminaire, souvent les personnes qui sont en reconversion ont bien compris les enjeux qui étaient attachés au numérique, sont plus habitués des réseaux sociaux, parce que certains ont eu des carrières dans le marketing ou dans la communication, ou dans des métiers qui étaient quand même assez connectés à l'univers numérique. Cela étant, ça reste un vrai sujet. Ça reste un vrai sujet parce que, encore une fois, quand on parle de développement et de rayonnement à l'international, ça peut passer par le digital. Mais là, on a besoin d'accompagner, de structurer, de former, et c'est pas forcément les artisans qui peuvent le faire. Parce que quand on est artisan, qu'il faut à la fois produire, sur une très petite structure, un potier ou un céramiste ou un vitrailliste, en général, il consacre l'essentiel de son temps à la production, parce qu'on est encore une fois sur des équipes réduites, et la commercialisation souvent est le point qui pêche. Donc pour ça que quand on parle de cette organisation avec un groupement, avec un opérateur unique et ensuite des relais dans les régions, que ce soit les régions, les EPCI, les villes, quand les villes décident de s'emparer du sujet, ça peut être le moyen à la fois de faire connaître, et c'est l'intérêt de ce réseau Vie des métiers d'art, c'est qu'on va créer des réseaux d'artisans entre eux qui vont pouvoir se réunir et mettre ensemble, quelquefois avec l'aide de la collectivité, des outils qui vont être des outils de commercialisation de leurs produits, de promotion, que la ville va attirer du public dans les ateliers en les faisant connaître et en les faisant savoir, et comme ça on arrive à composer des modèles, parce que pour un artisan seul c'est souvent une vraie difficulté.
Je pense à une entreprise qui est en Corrèze, qui fabrique des accordéons et qui aujourd'hui se heurte à cette difficulté-là. C'est que le développement passe par le numérique, mais qu'on est dans des conditions économiques qui sont tellement contraintes que même aller développer un service, un site internet qui permettrait de faire de la personnalisation, c'est quand même un peu leur marque de fabrique, est un coût que l'entreprise ne peut pas assumer. Et donc, si on n'a pas derrière des relais qui permettent de financer, d'accompagner ces développements, donc d'être vraiment dans une dynamique d'accompagnement économique sur mesure. Et encore une fois, souvent, les réponses qui sont apportées par les CCI ou par les CMA ou par les acteurs en place ne sont pas calibrées pour accompagner les entreprises de ce secteur-là. Donc Madame Antoine, renforcer la visibilité à l'international, c'est ce qu'on a appelé nous chasser en meute dans notre rapport, en reprenant une expression de Renaud Dutreil. C'est ça aujourd'hui le sujet, c'est comment on est capable, parce qu'encore une fois, la taille des entreprises ne leur permet pas d'aller seules, ou alors de façon très, très rare. À côté dans la circonscription, à côté de la mienne, à Cognac, on a un ébéniste remarquable qui est Thierry Drevel, qui lui travaille beaucoup à l'international parce qu'il a constitué au fil de son temps un réseau qui lui a permis de se faire connaître en Asie. Il a été en partie aidé par les entreprises du négoce du cognac, ce qui lui a donné une visibilité, une notoriété. Donc lui est un cas un peu atypique parce qu'il a réussi à conquérir seul avec sa petite entreprise une visibilité des marchés qui lui donne, mais c'est vraiment un cas exceptionnel. Aujourd'hui, la difficulté, c'est comment on se fait connaître. Et pour ça, encore une fois, le rôle économique des régions nous a paru important. La région Normandie, par exemple, a une politique assez volontariste et va, en s'appuyant sur les réseaux existants, Ateliers d'Art de France, Maîtres d'Art, etc., emmener des entreprises à l'international pour les faire connaître les savoir-faire, pour faire connaître les entreprises. Et ça, aujourd'hui, les entreprises ont peu la capacité de le faire, à part les grands du luxe, mais qui du coup sont pas dans le même... dans le même cercle, et que les régions, par exemple, peuvent être des acteurs majeurs, à la fois en tant que valorisation de leur territoire, différenciation de leur territoire, et pour cette capacité qu'elles ont à fédérer des acteurs économiques et à les emmener sur un marché en groupe pour aller faire connaître une filière ou des entreprises. Donc, Monsieur Testé, Monsieur Kerlogot, les missions des opérateurs de l'État. C'est un sujet extrêmement important et qui, rappelez-vous, a surgi dans le débat au moment de cette commande de l'Élysée à la manufacture de Sèvres, qui a été beaucoup commentée. Autrefois, ces grandes manufactures de l'État, en dehors de servir l'État, si on a mis Sèvres à Sèvres, c'est parce que c'était sur la route de Versailles et que chaque ambassadeur ou souverain européen qui quittait Versailles passait par Sèvres et en profitait pour faire son shopping comme on le fait aujourd'hui dans les aéroports. Il y avait cette dimension-là de rayonnement, à la fois d'outils diplomatiques et de rayonnement du goût et du savoir-faire français. Aujourd'hui, ces lieux ont un peu perdu leur identité. Ils sont clairement des conservatoires de ces savoir-faire, avec un très haut niveau d'excellence, mais comme je le dis dans mon propos liminaire, leur statut est un vrai frein. Et ça va me permettre de répondre à la question de Madame Thiel en même temps. Le mobilier national aujourd'hui est un service du ministère de la Culture, donc avec une autonomie quasi nulle, qui a des missions très différentes, qui sont à la fois de conserver, d'entretenir le mobilier de l'État, et de ses services, donc ce qui est déjà absolument colossal, puisque chaque commode dans chaque sous-préfecture de France est censé être suivi, donc on voit bien les difficultés de ce sujet-là, mais aussi de produire du mobilier et de l'innovation. Et des choses absolument remarquables se font aujourd'hui dans les ateliers du mobilier national, à la fois sur des savoir-faire traditionnels, mais aussi sur des questions d'innovation. Et aujourd'hui, cet aspect-là, il est totalement invisible. On le découvre un peu au moment des journées du patrimoine, quand le mobilier national est ouvert ou au détour d'une exposition qui, en général, reste assez confidentielle. Mais on est à la fois capable d'entretenir des savoir-faire, de faire de l'innovation, mais on a une vraie difficulté à valoriser. Donc, notre préconisation qui dit « changeons le statut de ces établissements », alors, c'est pas chose facile de dire qu'on va faire du mobilier national un épique, socialement, culturellement, c'est une vraie révolution pour le coup, mais qui en même temps permettrait
Il y a une certaine résistance des artisans qui sont, enfin les syndicats du mobilier national sont intervenus au moment de la remise de notre rapport qui se faisait au mobilier national pour dire leur hostilité à la création d'un établissement public. Mais en même temps, c'est selon nous une vraie manière de valoriser ces savoir-faire et de leur redonner un sens. C'est qu'aujourd'hui, le mobilier national ne vend pas ses pièces. On pourrait très bien imaginer que quand on développe un meuble au mobilier national, on est derrière une politique d'édition de 4-5 exemplaires qui à la fois permettrait de donner de l'activité à ces artisans et de la valoriser à l'international en vendant ce mobilier comme on le faisait autrefois. Voilà. Sèvres, c'est la même chose. Sèvres a un statut d'établissement public administratif parce qu'en fait, dans la manufacture de Sèvres, on a, à Sèvres, on a la manufacture, on a également les musées de Sèvres et de Limoges. Donc ils sont des musées donc, qui n'ont pas d'activité commerciale propre, d'où le statut d'établissement public administratif. Donc aujourd'hui, Sèvres, c'est un lieu de très haute excellence des savoir-faire, de formation, où on va transmettre des savoir-faire d'un niveau qui n'a pas beaucoup d'équivalent à travers le monde, mais encore une fois pour des très petites productions. Donc avec un coût extrêmement important, mais qui est aussi le coût de la conservation de ces savoir-faire. Donc ouvrir un petit peu le statut permettra à la fois de développer les activités commerciales. Il y en a aujourd'hui, il y a des éditions à Sèvres, contrairement au mobilier national, qui se font avec de grands artistes contemporains, par exemple, qui vont créer des éditions limitées, qui vont être vendues ensuite aux enchères ou dans des galeries à l'international. Donc c'est déjà un début d'activité qui existe, mais on pourrait très bien imaginer le développer. On pourrait aussi imaginer que ce rôle de conservatoire de très haut niveau de métier d'excellence, c'est ce qui existe encore à l'Opéra de Paris, il y a des ateliers, alors peut-être plus la tapisserie et la tapisserie en siège, et c'est des métiers qui ont un peu disparu, mais il reste encore des ateliers de décor, des perruquiers, des costumiers, enfin il y a encore des ateliers au sein de l'Opéra de Paris, qui ne sont plus à Garnier mais qui sont à Bastille. Et donc ce qui nous interpelle nous, c'est qu'aujourd'hui on a un très haut niveau d'excellence, on forme à Sèvres une quinzaine d'apprentis par an qui vont remplacer les artisans de Sèvres. On pourrait très bien imaginer qu'une des missions de service public de Sèvres soit d'en former 30 et que 15 soient intégrés dans les équipes de la manufacture de Sèvres et que les 15 autres aillent irriguer les grandes entreprises françaises qui, elles aussi, ont notamment à Limoges, des vraies difficultés à trouver des personnels qualifiés avec des très hauts niveaux d'excellence. Et comme ça, on est dans un système qui, à la fois, justifie la charge d'un opérateur public et le maintien d'un opérateur public avec des très hauts niveaux d'excellence, mais qui, en même temps, vient nourrir l'ensemble du secteur et irriguer le tissu économique national. Sur la question de Madame Bazin-Malgras, je me suis encore perdu dans mes questions. Non, sur la semaine des métiers d'art, peut-être avant, Monsieur Testé, c'est effectivement une proposition qu'on fait. Alors, comme je le disais à Madame Buffet tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre d'opérations qui existent, notamment au moment des GEMA ou alors portées par des opérateurs publics ou privés. C'est une recommandation pour justement pouvoir donner de la visibilité. Aujourd'hui, la position du ministère de l'Éducation nationale, on n'a pas directement discuté cette position avec eux. On a plutôt discuté avec eux les questions de formation, mais c'était venu un moment dans la discussion lors de l'audition des GESCO. Le ministère de l'Éducation nationale s'est un petit peu retiré. Il était un des contributeurs au budget de l'Institut national des métiers d'art. Il s'en est retiré il y a quelques années, ce qui est dommageable parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le seul opérateur un peu au point sur les questions de formation, c'est l'INMA. Donc ça fait partie des sujets, mais on s'est dit que cette semaine, elle pouvait être un moment de visibilité axé sur la formation et sur les jeunes. Les GEMA, c'est vraiment un dispositif global, international, qui s'adresse au grand public et qui fonctionne très bien. Mais voilà. Mais clairement, l'éducation nationale doit se réemparer du sujet pour être dans une espèce de mouvement qui est un mouvement collectif. Sur la question du tourisme des savoir-faire. Donc là, effectivement, on est très lié au territoire. C'est pour ça qu'on considère avec Philippe Huppé que le rôle des territoires est vraiment un rôle majeur et structurant parce que ça permet de développer, je parlais de la Charentaise et de son IG, donc le rôle des IG, pour le coup, est amené à se développer parce qu'aujourd'hui, il y en a encore extrêmement peu. Il y a des candidatures, il y a l'Aïol qui est en candidat, mais aujourd'hui, on a 3 ou 4 territoires avec une IG. Donc l'attractivité, elle est faite par ça, elle est faite par la spécificité de la Charentaise
en Charente, et Charente-Périgord, le cognac à Cognac, le cristal à Baccarat. Enfin, on est comme ça sur la porcelaine à Limoges. C'est le territoire qui va apporter la notoriété. Et l'intérêt, donc, les personnes viennent pour une spécificité qui est vraiment très liée au territoire. Donc là, on est vraiment plus que dans une action de l'État. Alors, il y a un site de l'INMA qui est très bien fait, qui permet comme ça, région par région, d'aller découvrir des parcours. Voilà, les EPV sont en train de se rassembler. Désolé d'être un peu charentais, mais les deux Charentes, les EPV, donc les entreprises du patrimoine vivant des deux Charentes, sont en train de se regrouper pour créer une espèce d'itinéraire. Alors là, on n'est pas sur un seul savoir-faire, mais sur un bassin qui est le bassin donc, de la Charente, pour en allant de la Charente angoumoise, Limousine, jusqu'à l'estuaire, de recenser et de mettre en réseau toutes les entreprises qui sont le long du fleuve, de façon à créer des dynamiques de visites, de renvoi de visiteurs, etc. Donc là, on peut être sur des secteurs qui vont du cognac à la papeterie autour d'Angoulême, aux Charentaises, à la tonnellerie, etc. Donc après, pour répondre à Madame Mazin-Malgras, comment on soutient, c'est pour le coup, de notre point de vue, plutôt le sujet à la fois des régions et des territoires eux-mêmes qui doivent avant tout, et là ça devient le rôle de l'opérateur de l'État, identifier ces savoir-faire qui sont sur le territoire, parce qu'il y a encore des territoires où on ne les connaît pas bien, et du coup on est en peine de fédérer, d'accompagner les porteurs de projets. Et puis ensuite c'est au territoire de s'emparer du sujet, parce qu'il nous a semblé que c'était véritablement localement qu'on pouvait trouver les solutions les plus conformes à la réalité du tissu économique et des flux touristiques. Voilà, donc j'ai en partie, je pense, répondu à Madame Thiel sur la question des opérateurs nationaux et du mobilier national. On a besoin véritablement, pour en tirer le meilleur parti, de s'interroger sur les statuts et les difficultés de fonctionnement au quotidien de ces opérateurs, pour à la fois mieux les valoriser et éviter, parce que des rapports de la Cour des comptes sur ce sujet, il y en a eu déjà un certain nombre. Il y a eu des progrès extrêmement significatifs faits par le mobilier national, à la fois dans sa gouvernance et dans sa manière de gérer les collections qui sont déposées un peu partout à travers le pays. Évidemment, c'est sans doute améliorable, mais pour ça, on a besoin vraiment de s'interroger globalement sur les missions et sur le statut de ces grands opérateurs publics. Merci beaucoup. Madame Casarian. Je vous redonne la parole pour un quart d'heure. Donc, je vais peut-être répondre de façon un peu globale sur l'innovation, parce que j'en ai déjà dit quelques mots. Effectivement, les métiers d'art, on ne le sait pas suffisamment, sont des métiers d'innovation, et beaucoup. Et encore une fois, la sociologie des artisans d'art, qui a tendance ces dernières années à changer du fait de ces nombreuses reconversions, apporte aussi une nouvelle dynamique et un nouveau souffle dans des milieux qui... je ne vais pas dire qu'ils s'intellectualisent davantage, mais qui ont en tout cas cette volonté d'expérimenter beaucoup autour des matières, des matériaux, autour des techniques, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et comment on l'accompagne? Alors effectivement, à la fois les territoires d'industrie et les campus des métiers sont des débuts de réponse à ça. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est comment on coordonne tout ça pour se dire qu'une région va identifier un territoire comme étant potentiellement un territoire et d'innovation et d'industrie. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on a Limoges, qui est un grand centre à la fois de maintien de savoir-faire traditionnel autour de la porcelaine, mais aussi un grand centre d'innovation. Et donc, comment aujourd'hui on arrive à conforter ces territoires, à les accompagner en mettant en place toutes les offres qui vont bien, qui sont des offres de formation, des partenariats pour amener des jeunes ou des personnes en reconversion vers ces métiers-là. Et comment ensuite on va valoriser ces métiers et régionalement et à l'exportation. Donc aujourd'hui,
le modèle qui est véritablement à construire et de donner une espèce de structure à des choses qui aujourd'hui relèvent un peu de la région, un peu des chambres de commerce et d'industrie, un peu des chambres de métiers d'art, un peu d'associations ou d'entreprises privées qui et l'exemple que cite Jacqueline Dubois autour des métiers du cuir est vraiment un modèle du genre et qui a été répété par un certain nombre d'acteurs, Hermès et d'autres, en partenariat avec les régions pour créer des bassins où, partant d'un matériau qui est le cuir, mais il y en a d'autres, la porcelaine à Limoges, on crée une offre complète qui à la fois amène de l'emploi, renforce les compétences et amène des publics vers ces métiers-là. Et on voit bien quand on regarde ces modèles que quand ils se sont mis en place et qu'ils ont fonctionné un petit peu, ça devient des vrais modèles vertueux où on a des très bon niveau de formation, il y a des candidats en nombre suffisant et une intégration dans le marché du travail par la suite. Et que l'étape d'après, c'est la formation continue, c'est voilà. Mais ça, c'est des exemples qui fonctionnent bien, mais qui, encore une fois, partent des territoires. Ils partent des territoires et des opérateurs. C'est pas l'État qui vient impulser une dynamique, c'est une dynamique qui se met en place parce qu'on a des acteurs privés, on a des opérateurs publics et qui se mettent ensemble pour créer un projet. Des exemples qu'on a observés, c'est les exemples qui fonctionnent le mieux. Sur la question de l'innovation encore, parce que ça rejoint aussi les questions de Madame Meunier sur les EPV. Le critère de l'innovation est un critère de sélection ou en tout cas d'attribution du label EPV avec les dispositifs fiscaux qui sont assortis de crédit impôt recherche, etc. Donc c'est effectivement un système qui a été beaucoup, qui est régulièrement interrogé sur cet aspect fiscal. Il est important de voir que, je vais prendre un exemple très précis, qui est la fonderie des Cyclopes, qui est en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, dans la banlieue de Bordeaux, qui est une fonderie d'art, donc un métier qui n'est pas complètement rare, mais il y a quand même très peu d'opérateurs aujourd'hui sur ce marché, avec ces spécificités mais qui dit beaucoup de choses, c'est que c'est un métier très traditionnel, avec une technique, ou des techniques de fonte, qui sont à peu près les mêmes, et ce qui va faire la différence entre une maison et une autre, va être plutôt la patine. Donc le très haut niveau d'excellence dans le métier, c'est pas tant la maîtrise de la technique de la fonte à la cire perdue, ça va être la qualité de la patine qu'on va venir. Et ça, c'est un apprentissage qui est extrêmement long et qui ne peut se faire que dans l'entreprise. Et là, très vite, on voit l'intérêt des dispositifs fiscaux parce qu'accompagner une entreprise qui à la fois va chercher à diversifier, donc ils ont des recherches d'innovation sur des fontes d'inox, par exemple, sur l'utilisation de nouveaux matériaux, d'amélioration de certaines techniques très, très anciennes. Et puis, ce qui fait vraiment leur valeur ajoutée, ne peut s'enseigner que dans l'entreprise. Donc si on ne vient pas accompagner par des dispositifs de crédit d'impôt recherche ou de crédit d'impôt cette transmission-là, eh ben, on tue l'essence même de cette entreprise. Alors après, la différence d'échelle, parce que le label EPV, il déborde assez largement du strict cadre des métiers d'art. Je ne sais plus qui m'interrogeait sur la distinction, c'est Bertrand, je pense, sur la distinction entre métier d'art et métier de l'artisanat. En fait, c'est l'arrêté qui fixe la liste des 281 activités qui relèvent des métiers d'art, et toutes celles qui ne sont pas dans la liste n'en relèvent pas. Donc c'est une réponse un peu administrative, mais c'est ça qui fait la différence. Donc sur le label EPV, on a des entreprises, notamment des métiers de bouche. Vous en avez une très belle que vous avez citée, qui est l'entreprise Denois à Brive, qui est une entreprise tout à fait remarquable, mais qui fait de la distillation. Donc qui transmet, qui maintient des savoir-faire familiaux, en plus dans un cadre absolument magnifique. Je fais la promotion de Brive maintenant après avoir fait la Charente, avec une famille qui fait ça par passion depuis plusieurs générations et qui est extrêmement fière de son label EPV. Enfin, la première, quand vous me posez la question, on me dit, mais nous, EPV, c'est un peu le Graal absolu, mais qui finalement utilise peu ces dispositifs parce que c'est assez compliqué. Il y a eu un certain nombre de redressements, donc beaucoup d'entreprises qui sont dans le label y sont, notamment les plus petites, parce que pour elles, c'est une vraie reconnaissance de leur spécificité, du haut niveau d'excellence de leur savoir-faire, plus qu'un dispositif fiscal.
Donc il y a un peu les deux. Alors c'est la vraie question qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on fait que ça devienne aussi un intérêt économique pour ces entreprises et pas seulement un intérêt de prestige et de rayonnement, parce que beaucoup ont arrêté parce que les redressements fiscaux qui ont été lus sur des questions d'interprétation, parce que la part d'innovation et de formation au sein de l'entreprise est quelquefois un peu difficile à cerner et que les interprétations quelquefois sont un peu variable. Donc beaucoup d'entreprises préfèrent ne pas recourir à ce dispositif-là et se contentent du label de reconnaissance que représente le label EPV. Donc sur les questions de statut, puisque j'ai commencé un peu là-dessus, donc j'ai répondu à la question de la frontière entre artisanat et artisanat d'art. L'installation en centre-ville est un vrai sujet. On a bien vu, et encore une fois, Philippe Huppé, qui est le président du label Ville et Métiers d'Art, et un acteur de cette prise en compte des métiers d'art comme des spécificités de l'activité des villes et de la remise de l'activité économique dans les centres-villes, notamment dans le cadre de l'opération Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, il est parfois plus simple de remettre des activités qui ont un sens. Encore une fois, la question du sens, elle est fondamentale. Il ne s'agit pas d'aller mettre un savonnier dans une ville qui n'a pas de tradition de savonnerie, ou alors on peut le mettre, mais l'idée, c'est vraiment de construire un projet de revitalisation, de redynamisation des centres-villes autour des métiers d'art, avec des ateliers ouverts sur la rue. Donc ça se fait, il y a des villes qui en ont fait une marque de fabrique, il y a d'autres villes, Rochefort en Charente-Maritime, qui travaillent sur ce sujet-là aussi, parce qu'entre le chantier de l'Hermione, qui a été un point d'ancrage de visibilité de nombreux métiers d'art, la charpenterie navale, la ferronnerie d'art, etc., et qui aujourd'hui, maintenant que le chantier de l'Hermione est arrivé à terme, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire un projet dans le cadre d'Action au cœur de ville qui permet de valoriser ces métiers en centre-ville, d'en faire une opportunité de visite et un prétexte de visite en fait. C'est comment on amène du public, notamment touristique, au cœur des villes et comment on donne de la visibilité à ces métiers-là. Sur la question des statuts, alors effectivement, je ne suis pas entré dans le détail parce que c'est extrêmement complexe, mais on a bien vu qu'il y a des vrais problèmes de concurrence en fonction des statuts. Vous avez aujourd'hui des artisans qui sont inscrits à la Maison des artistes, qui du coup ont des niveaux de cotisation extrêmement bas, avec évidemment la conséquence de retraites assez misérables, et, voilà, mais qui ont à un moment ont fait un choix parce que c'était le choix qui leur paraissait le plus évident, qui se retrouvent en concurrence avec des auto-entrepreneurs ou avec des artisans qui du coup jouent avec des règles de jeu différentes. Alors on pourrait imaginer une espèce de progression qui permette de lancer une activité sur un statut d'artiste-auteur et puis ensuite de passer peut-être auto-entrepreneur et enfin artisan, mais dans la réalité on observe peu ce type de mouvement. C'est que quand ils sont dans un statut, ils ont tendance à y rester, ce qui à certains moments va les bloquer dans leur activité, c'est-à-dire que les artistes se retrouvent dans des montages complexes du fait de leur statut et puis limités dans leur capacité à développer leur activité. Vous avez aussi, c'est un phénomène, alors là on interroge plutôt la question de la frontière entre les loisirs créatifs et l'artisanat d'art. C'est que vous avez certaines personnes qui sont un peu, je ne vais pas dire dilettantes, qui peuvent avoir un très bon niveau d'exécution technique, mais qui le font plus par complément. Alors vous avez chez les auto-entrepreneurs des gens qui font une espèce de complément de retraite en faisant de la menuiserie, enfin de l'ébénisterie, de la tapisserie en siège d'ameublement, de la ferronnerie d'art, et qui du coup viennent fausser un peu les règles du jeu pour des acteurs qui sont eux dans des systèmes un peu plus compliqués. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas une visibilité. Ça va me permettre de répondre à Madame Casarian sur le nombre d'entreprises. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'évaluer véritablement le nombre d'entreprises. Les derniers chiffres officiels qui ont presque 10 ans parlent de 38 000. On est plutôt aujourd'hui autour de 69 000, parce que quand vous avez pris en compte les artistes auteurs, les auto-entrepreneurs qui ont une vraie activité avec un vrai chiffre d'affaires et dont c'est véritablement l'activité principale, on a un petit peu de difficulté, parce que le point que soulignait Bertrand Bouygues sur la nécessité parfois de double inscription ou d'inscription dans une chambre des métiers ou chambre de commerce et d'industrie fait qu'on a encore cette difficulté à appréhender le secteur. Et l'intérêt d'avoir un opérateur unique qui enregistrerait systématiquement, qui recenserait simplement les entreprises qui relèvent des 281 métiers et donc du secteur, peut-être en pondérant avec des indicateurs de chiffre d'affaires, est une possible réponse. Question de Madame Dubois sur la potentielle perte de savoir-faire. Alors, comme toujours, c'est un risque.
C'est un risque, mais encore une fois, ce qui nous protège, c'est le haut niveau d'excellence de nos savoir-faire. Le haut niveau d'excellence de nos savoir-faire, et puis des savoir-faire pour les plus traditionnels, en tout cas ceux qui s'exportent, qui sont très liés à la France. C'est-à-dire qu'il y a en plus de cette spécificité, de ce niveau d'excellence française, qui pour nous est le vrai atout à mettre en avant, d'où le titre de notre rapport, il y a aussi cette idée que quelque part, quand on achète un produit made in France, on achète dans l'esprit du consommateur étranger, on achète un petit morceau de France, en fait. Et c'est ça qui fait la vraie différence, et c'est ça qui est un peu le marqueur qui protège en partie nos savoir-faire. Après, il y a toujours des échanges, mais c'est à double sens. Vous avez aussi, dans certaines, notamment, enfin, il y a en Asie ou en Extrême-Orient des savoir-faire autour de la poterie ou de la céramique qui sont extrêmement pointus et qui sont importés par certains de nos artisans. Vous avez tout sur vos circonscriptions, je pense, des foires de potiers, où vous voyez des influences, notamment techniques, qui viennent se nourrir les unes les autres. Sur la question de Madame Hérin, et je pense de Monsieur Rice, sur le niveau des diplômes. Alors effectivement, on parle toujours du CAP, mais il existe déjà aujourd'hui des diplômes au-delà du CAP, notamment DNMA et DNMAD, qui sont des diplômes post-bac, qui ont posé les premiers jalons d'un mouvement qui va vers effectivement une entrée dans le système LMD, avec, on l'espère bientôt, donc là on arrive au niveau Master 1, la prochaine étape ce sera Master 2, et ensuite de mettre en place des doctorats. Donc ça c'est quelque chose qui revient très souvent sur les questions d'innovation, mais aussi sur les questions de conservation de ces savoir-faire. Alors l'INMA fait des actions extrêmement intéressantes, mais qui sont relayées aussi par certains opérateurs privés, de conservation des gestes. Alors le digital, la vidéo aujourd'hui sont des moyens, parce que il ne faut pas oublier, et c'est souvent un peu le travers, c'est qu'on est face à des activités qui sont aussi et avant tout des activités économiques. On a souvent cette dimension un peu romantique de l'artisan d'art, qui est quelqu'un qui vit de la beauté de son geste et pas forcément de l'argent qu'il gagne à travers ce... Et ça, c'est une vraie réalité, parce qu'on a quand même tout un tissu d'acteurs qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, du fait de la faiblesse de leurs revenus, parce que des métiers qui prennent du temps et qui du coup engendrent des prix qui sont pas en phase avec la réalité du marché. Enfin, il y a quand même ces vrais sujets derrière ça, et qu'il faut sortir un petit peu de cette vision romantique pour se dire qu'effectivement il y a derrière ça des vraies problématiques économiques, et que accompagner ces métiers à la fois en termes de formation mais de soutien, c'est une chose, mais qu'il y a aussi des métiers qui sont tout simplement appelés à disparaître. Enfin, je vais prendre un exemple. Il y avait nous avons à Paris une remarquable marketeuse de paille qui est Lison de Caunes, qui est un atelier pas très loin d'ici que je vous invite à visiter. La marqueterie de paille était très en vogue au début du XXe siècle et ensuite a totalement disparu. Donc Lison de Caunes, qui a repris cette activité par passion, qui fait des choses absolument remarquables en termes de qualité, d'exécution, d'innovation, de création, a quasiment réinventé un métier. Donc aujourd'hui, une part du travail de cet opérateur public et qui est déjà en cours, notamment par l'Institut national des métiers d'art, c'est de documenter les gestes, des savoir-faire qui effectivement ne sont peut-être pas aujourd'hui utiles parce que passés de mode, parce que ne correspondant pas au goût, voilà, mais qui ont besoin d'être documentés parce qu'à un moment on pourra les réinventer. Regardez aujourd'hui le succès de la plumasserie par exemple, qui est très utilisé dans la mode, avec de très jeunes talents dont le lauréat... dernier lauréat du prix Bettencourt sur l'intelligence de la main, qui est un tout jeune artisan installé au Viaduc des Arts à Paris, qui a lui aussi développé, qui innove beaucoup dans son domaine et qui est en phase avec ce que demande l'industrie de la mode. Mais ce métier, peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans, à nouveau, il va disparaître. Et ce qui est important, c'est de maintenir la connaissance et ces savoir-faire pour pouvoir ensuite les réinventer ou se les réapproprier quand à nouveau Et ces deux exemples sont intéressants parce que ça montre que, encore une fois, on est sur des cycles où certaines choses ne répondent plus aux besoins d'un marché et du coup disparaissent, et que l'intérêt c'est de garder les savoir-faire qui sont attachés pour pouvoir à un moment se les réapproprier ou les réinventer. Et c'est souvent là qu'on a les meilleures sources d'innovation. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête. Je lui ai répondu. Ah oui, pardon. Oui. Non, mais oui, t'as raison.
Tu as raison, pardon. C'est un vrai sujet. Enfin, c'est un vrai sujet parce que Notre-Dame l'a encore une fois montré de façon très cruelle, mais aujourd'hui, et c'est là que les questions d'innovation sont intéressantes. Si on prend le vitrail, par exemple, qui a besoin de plomb, il y a un certain nombre de techniques de teinture qui ont besoin de pigments naturels qui sont plus ou moins nocifs pour notre environnement. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette innovation pour aller inventer des alternatives. Et on a aussi besoin de prendre en compte la dimension patrimoniale. C'est-à-dire qu'il faut trouver une espèce de juste équilibre. Parce que remplacer certains matériaux, c'est condamner certains savoir-faire à disparaître purement et simplement. Donc, et ça, c'est souvent des discussions qui se passent au niveau européen. Et pour lequel on a besoin de trouver des alliés en Europe, notamment dans les pays à forte tradition de savoir-faire, pour obtenir les dérogations qui vont bien, tout en soutenant l'innovation. Tout en soutenant l'innovation et la recherche qui va pouvoir permettre de dégager des résultats équivalents avec des moyens nouveaux. Et beaucoup d'artistes, en tout cas les plus pointus, dans ces domaines-là, sont très conscients de ça. Et voilà. Et d'où le label EPV qui permet de financer la recherche et développement, etc., sur un certain nombre de sujets. Mais ça demande déjà d'être suffisamment, d'avoir cette espèce de masse critique qui permet de, voilà, ce qui n'est pas le cas des petits. Voilà. Oui. C'est tout le sujet. C'est encore une fois, on a cette espèce de dualité entre la nécessité pour l'artisan de vivre de son travail. Voilà. Donc c'est pour ça que le dispositif que moi je l'ai pointé dans le sujet tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet qui moi m'inquiète beaucoup. C'est la capacité de certains artisans à avoir cette double activité de formation. J'ai rencontré chez moi une abat-jouriste par exemple. Alors l'abat-jour sur mesure, depuis qu'on a du Made in China dans tous les magasins de bricolage, c'est devenu quand même un peu un vrai luxe et une vraie niche. Donc vivre de son activité d'abat-jouriste, c'est très compliqué. Et donc le complément d'activité que lui apporte ces opérations de formation continue ou formation initiale de gens qui vont devenir abat-jouristes, c'est quelque chose qui lui permet de maintenir son activité. Ne pas arrêter de financer ces formations-là. À la fois, c'est qu'on va faire disparaître ces formations à terme parce que le modèle économique est à peu près le même pour tout le monde. Et puis, on va perdre ces entreprises qui, du coup, ne pourront pas vivre de leur seule activité de production qui reste quand même assez limitée pour la plupart d'entre eux. Donc là, on a un vrai sujet d'accompagnement de la formation et effectivement en mettant au cœur du dispositif l'artisan. Alors ça nous renvoie à nos chantiers écoles, à nos ateliers écoles, aux formations dans l'atelier, mais qui sont un vrai sujet qui aujourd'hui semble être un petit peu hors du prisme d'analyse de la formation professionnelle, avec des vraies inquiétudes pour des opérateurs qui sont là. J'étais alerté hier par un OPCA qui depuis quelques semaines n'a plus aucun financement parce que le transfert de perception des cotisations et qui du coup se retrouve dans l'incapacité à la fois de financer les formations, donc on a des formateurs qui n'ont plus d'activité et de ne plus pouvoir payer les formations. Donc là on est en train de créer un sujet qui, si on ne prend pas très vite, c'est un peu un point d'alerte dans notre rapport, risque d'être extrêmement dommageable. Encore une fois parce qu'on est sur des tout petites cohortes, des tout petits ateliers et ça a souvent un petit peu de peine à rentrer dans un modèle général plus global. Et c'est pourquoi si on élargissait le potentiel orientation des jeunes qui sont en tête... Sur ces métiers, c'est une question de faire connaître les métiers. Parce que quand ils y arrivent, les jeunes qui arrivent, ils arrivent pour le coup par passion. Ils découvrent, ils se prennent de passion pour une matière. Voilà, très bien. Après, c'est le déclic qui... Vous aurez envie de poursuivre la discussion. Quant à nous, nous retrouvons mardi prochain, le 28 mai à 17h pour l'audition de M. Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je vous remercie encore, monsieur le rapporteur, cher collègue, cher Raphaël. Pardon ? 17h, madame Hérin. Ici même. Bien. Bonne journée à tous.